Comment sortir de la malédiction du pétrole ou des hydrocarbures en Afrique? Existe-t-il une malédiction du pétrole, comme l'avait dit à l'époque le cheikh Yamani, qui était ministre du pétrole en Arabie Saoudite? Eh bien, nous allons essayer de répondre à cette grande question en compagnie de nos invités. D'abord, Patrick Barbera, qui est secrétaire national chargé de la santé et de la prévoyance sociale et des retraites à l'ONEP. L'ONEP est l'Organisation nationale des employés du pétrole et activités connexes au Gabon. Bonsoir. Bonsoir et merci beaucoup de votre invitation. C'est nous. Docteur Modibo Mao Makalou, qui est économiste et gestionnaire financier. Il est en ligne de Bamako au Mali. Bonsoir, docteur. Bonsoir à vous pour l'invitation et à ceux et à celles qui nous regardent. Maître Jacques-Brice Momnogui, avocat au barreau de Bordeaux, il est consultant de la Tribune du Mardi. Maître Jacques-Brice Momnogui a de nombreuses casquettes. On va se limiter, bien sûr, à celle d'avocat. Bonsoir, maître. Bonsoir et merci pour la traditionnelle invitation. Et également en ligne de Dakar, le professeur Alioune Diouf, qui est enseignant d'économie internationale à l'école supérieure polytechnique de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Et c'est avec lui que nous allons ouvrir cette émission. D'abord, bonsoir à vous, fidèles téléspectateurs, et surtout merci de nous renouveler votre fidélité. Professeur Alioune Diouf, la question vous est posée en premier: comment sortir de la malédiction du pétrole, si elle existe? Oui, merci pour votre question. En Afrique, on peut parler de malédiction du pétrole parce que nous constatons que certains pays, anciens gros producteurs de pétrole, ont aujourd'hui des difficultés dans la gouvernance économique et politique de leur pays. Si on prend quelques pays du Golfe de Bénin, on sait que certains pays ont eu des dirigeants qui ont été épinglés sur le plan international pour enrichissement illicite, pour des achats inconsidérés de maisons, de châteaux, de produits de luxe dans les pays développés, alors que dans leur pays, il y a des problèmes réels de gouvernance sanitaire, de gouvernance économique, des écoles absentes, etc., etc. Il y a un déficit d'infrastructures terrible dans ces pays et une malgouvernance décriée par tout le monde. Donc il y a bien, effectivement, que vous prenez l'Angola, que vous prenez des pays, on sait qu'il y a des histoires de détournement de deniers publics, d'enrichissement. On a vu qu'au Nigeria, il y a un ministre du pétrole qui a été poursuivi par le président, etc., etc. Donc c'est des questions réelles qui existent. Vraiment, partout, on n'a pas encore un exemple d'un pays qui, ayant géré son pétrole, a montré les résultats justement de cette gestion pétrolière. Il n'y en a pas. Partout en Afrique, on voit surtout des problèmes, des guerres civiles même dans le pays, pour des pays qui ont géré le pétrole. C'était le sentiment du professeur Alioune Diouf. Patrick Barbera, la malédiction du pétrole, on en parle aussi au Gabon. Est-ce que vous faites cette même perception de ce que l'on présente comme étant une malédiction en ce qui concerne disons le pétrole? Que pour nous, les Gabonais, ça n'a jamais été une malédiction. Bien au contraire, en 1958, le pétrole a commencé, c'est-à-dire il y a eu la première exploitation, le premier terminal du Cap Lopez. Et en 1960, il y a eu les indépendances. Et nous avons ainsi commencé à voir la première génération de travailleurs pétroliers. Et ces premières générations, comme il n'y avait pas assez de
personnel à Port-Gentil, il fallait aller les chercher dans l'intérieur du pays. Mais ils étaient très contents qu'on vienne les chercher, parce qu'ils vivaient une certaine misère, une angoisse. Il y avait le vampire, le fétiche, la sorcellerie au village, et on vient les chercher pour venir en ville, où on leur donne un très bon travail. Donc ils étaient contents. Ceux qui sont venus, ceux qui savaient lire, sont par la suite devenus des cadres maison. Ceux qui ne savaient pas lire sont quand même devenus des manutentionnaires et des techniciens relativement bien payés. Donc, ils ont fait leur carrière dans la joie et dans la bonne humeur. Ils ont eu une belle vie. Donc, ces premiers travailleurs recrutés dans les années 60, ayant pris leur retraite en 1995, à un certain moment, c'est vrai qu'on a parlé de malédiction du pétrole parce que la question qu'on se posait, c'est « Oh, ils n'ont rien fait ». Parce que beaucoup d'entre eux ont mené la belle vie, mais ne construisaient pas de maison, ils ne retournaient pas au village pour construire, et ils n'ont pas pensé au beau jour. Les gens parlaient de malédiction, en effet, mais ce n'était pas une malédiction, c'était juste des facteurs de style de vie, des choix de vie qui n'étaient pas bons. Mais pour nous, la population, ces premières générations, il y a eu ensuite la deuxième génération, la troisième génération, nous les Gabonais, nous sommes très contents, c'est une bénédiction sociale pour nous d'avoir du pétrole et de bénéficier de tout ça. Et le pétrole n'a pas servi qu'aux populations, il a servi aussi à la modernisation du pays. Dans les années 70, il y a eu une intense modernisation. Pour un pays comme le Gabon, qui est la moitié de la France, on a construit des routes, l'électrification, l'induction d'eau. Donc, il y a eu beaucoup de projets qui se sont réalisés. Et pourquoi les bailleurs de fonds nous donnaient cet argent pour réaliser ces projets sociaux, ces grands projets d'infrastructure? C'est tout simplement parce qu'ils savaient que nous avions une garantie à travers le pétrole, le manganèse et les autres ressources. Les autres sources. Nous avions donc une garantie de remboursement. Donc pour nous, ce que vous dites, ok, je respecte ce que vous dites, mais pour nous, le pétrole a été une grande bénédiction sociale. Ce n'est pas nous qui le disons, c'est une observation de pas mal d'analystes, et d'ailleurs au sujet du Gabon quand même, qui relève qu'il y a, et on l'a vu, quelques points à parfaire en ce qui concerne le réseau routier national, mais ça c'est un autre... si tu veux, Aziz, oui. J'intègre très bien le fait qu'il y a des intellectuels qui parlent d'une malédiction. Il y a eu un intellectuel gabonais, Hugues Alexandre Barrault-Chambrier, qui a écrit un livre en 1990 sur l'économie gabonaise, ajustement et adaptation. Et dans ce livre, il faisait un comparatif avec le syndrome néerlandais. C'est-à-dire que le fait que l'économie elle est principalement basée sur le pétrole, pour lui, ça crée une contraction des autres secteurs. Et quelque part, il y avait un lien qui montrait que une trop forte appréciation du taux de change par rapport justement aux activités d'exportation pouvait avoir des conséquences néfastes pour l'industrie manufacturière locale. Donc ça, c'était, on va dire, pour nous, une analyse d'intellectuel. Mais qui, en réalité, dans les années plus tard, c'est vrai que nous n'avons pratiquement pas eu, à cette période-là, entre les années 60 et 90, une industrie manufacturière forte. Nous n'avions pas. Mais c'est tout simplement parce que, en matière locale, les PME, les PMI, il n'y a pas d'encouragement, il n'y a pas de stimulation de l'économie par l'État. Mais maintenant, au Gabon, nous avons des sociétés, une industrie agroalimentaire, manufacturière qui exporte bien, à travers, qui est adossée au groupe singapourien Olam. Et nos produits manufacturiers s'exportent très bien, le bois s'exporte très bien. Donc ça veut dire que la théorie qu'il y avait à l'époque dans les années 80-90 du syndrome néerlandais qui montrait que le secteur manufacturier local pouvait souffrir de ces matières premières, c'est pas du tout le cas. Donc ça veut dire qu'à un moment, il faut changer de paradigme, il faut évoluer. Ce qu'on pouvait penser dans les années 90, ce n'est plus la même chose en 2021. Modibo Mao Makalou, docteur Modibo Mao Makalou, le syndrome néerlandais, ça vous parle parce que vous êtes bien entendu économiste, mais est-ce une situation qui a fait place à de l'optimisme et à d'autres données? Ce que je puis dire, c'est que nous parlons aujourd'hui du pétrole, mais en réalité, le syndrome hollandais s'adresse à la gestion des ressources naturelles. Et bon, l'un de nos précurseurs, quand même, l'éminent professeur kenyan Ali Mazrui a dit
l'Afrique produit ce qu'elle ne consomme pas et consomme ce qu'elle ne produit pas. Qu'est-ce que cela veut dire? En réalité, l'Afrique aujourd'hui, avec 17% de la population mondiale, ne constitue que 2,6% du commerce mondial. Et même cela, nous exportons des produits non transformés. Bon. Pour revenir au pétrole, le premier producteur africain, le Nigeria, qui a la plus importante économie sur notre continent, imaginez-vous, importe de l'essence, exporte du pétrole brut pour importer de l'essence, alors que ce pays dispose de raffineries qui manquent de pièces détachées. Mais en réalité, ce qui est valable pour le pétrole est valable pour l'or, pour le Mali, qui est quatrième producteur africain d'or, et pour le coton aussi. Donc, ces produits qui constituent nos premières recettes d'exportation ne sont pas transformés. Mais qu'est-ce que cela implique? Cela implique que nous ne créons pas de valeur ajoutée. Si nous ne créons pas de valeur ajoutée, nous ne pouvons pas mettre de la valeur sur notre production nationale. D'abord, si vous regardez chacun de nos pays, la production est très spécialisée. Nous faisons 2-3 produits principaux d'exportation que nous exportons plus. Il va falloir que les Africains reviennent, changent de paradigme et qu'on revienne à mettre en place des véritables politiques industrielles pour voir comment notre continent peut produire davantage, diversifier sa production, mettre de la valeur ajoutée sur sa production et que les Africains puissent commercer déjà entre eux. Mais vous savez que le commerce intra-africain ne dépasse pas 15%. Alors que dans les autres zones en Europe, on est au-delà de 50% et en Amérique du Nord, on est au-delà de 60%. Il faut que les Africains, pour créer de la valeur ajoutée, produisent plus et avec plus de valeur. Donc, pour revenir au syndrome hollandais, en réalité, qu'est-ce qui se passe? Et c'est ce qu'on voit dans la plupart de nos pays. Quand les cours des matières premières, par exemple du pétrole ou de l'or, sont élevés, ça fait beaucoup de recettes d'exportation. Et ces recettes d'exportation nous incitent à importer davantage, ce qui fait que nos monnaies perdent leur valeur. Et quand nos monnaies s'apprécient plutôt, et quand nos monnaies s'apprécient, nous importons davantage. Plutôt, et cela ne nous aide pas davantage à bâtir une industrie manufacturière locale. Il ne s'agit pas de faire des produits très finis toujours. On peut faire des produits semi-finis, mais il faut déjà créer un peu de valeur. Et si nous ne faisons pas ça, nous ne serons que des price takers. C'est-à-dire que le commerce mondial, nous allons continuer à exporter, à avoir une économie de traite, une économie coloniale, où on n'exportera que des produits non finis, non transformés, et nous allons importer des produits manufacturés, et cela sera à notre détriment vraiment jusqu'à la nuit des temps. Maître Jacques-Brice Momnogui, la malédiction du pétrole, elle est réelle ou on doit simplement considérer qu'il s'agit de la mauvaise gestion des ressources, que c'est la conséquence, que cette perception est la conséquence de la mauvaise gestion de la manne pétrolière et des ressources entre les mains de nombreux pays? Je ne pense pas qu'on puisse parler de malédiction lorsqu'on a des richesses en tant que telles. Est-ce qu'on est malheureux d'avoir des richesses dans son sous-sol? Je ne pense pas. Je ne crois pas qu'il s'agisse d'une question de malheur. Il s'agit plutôt, à mon avis, d'une question de défense de nos intérêts en réalité dans le cas des échanges commerciaux que nous avons tout simplement. La question du pétrole est comme celle des autres. Lorsque nous avons des accords d'exploitation de pétrole, que des fois, il y a des forages qui se font sans qu'on ne puisse savoir combien de barils sont sortis, c'est un véritable problème. Lorsque nous ne pouvons pas négocier de la même manière le prix de vente de notre pétrole et que nous sommes obligés de nous aligner ou de le vendre en dollars, avec les conséquences que ça induit en termes de procédures judiciaires, si jamais on doit en faire, à nous retrouver aux États-Unis, c'est un problème. Lorsque nous n'arrivons pas à avoir en Afrique une politique commune de l'exportation de toutes nos ressources, notamment si on parle du pétrole, si les Africains avaient une politique commune de développement et d'exportation du pétrole, nous aurions forcément un avantage à la négociation, dans la mesure où nous serions en mesure de bloquer le marché mondial si nous ne recevons pas le prix que nous voulons. Donc le problème, il est beaucoup plus là, à mon sens, sur
la gestion contractuelle, la défense de nos intérêts, que sur l'existence ou pas de l'exportation. Alors, une économie peut être une économie d'exportation, d'importation. Je crois que, quelque part, comme a dit M. Barbera, il faut qu'on dépasse certains clivages. C'est-à-dire qu'on considère toujours que si nous nous en sortons pas, c'est forcément parce que nous ne transformons pas assez. Certes, mais il y a des économies complètement extraverties qui se portent très bien. C'est-à-dire des économies qui ne vivent que d'exportation, et il y a des économies qui vivent beaucoup plus d'importation. La réalité se situe dans la balance en réalité. Ce qui se passe en ce qui concerne la plupart de nos industries extractives, c'est que tout d'abord, ce sont les industries extractives qui appartiennent à des grands groupes, qui ne sont pas des groupes africains pour la plupart, donc qui sont nécessairement tournés vers l'extérieur sans un contrôle réel de nos États, par nos États, de la quantité et des ressources que nous avons. Et donc, ce qui se passe, c'est que finalement, il est trop facile de reprocher à nos dirigeants une mauvaise gestion que ce soit, quand on sait que des fois, dans les accords de négociation que nous avons, les accords que nous avons avec nos bailleurs sociaux, nous imposent des fois de vendre en brut et de ne pas transformer. Il faut quand même qu'on puisse le dire sur ce plateau. Ce n'est pas forcément de gaieté du cœur que la plupart des États africains ne transforment pas les matières qu'ils ont. Et vous voyez par exemple le goudron. Le goudron qu'on nous revend, c'est un dérivé du pétrole. Et pourtant, personne ne va faire du goudron sur place. Donc il y a des enjeux qui sont des enjeux qui vont au-delà de la simple volonté de nos dirigeants. Je crois qu'aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est de mettre en place, nous parlons des zones de libre-échange continentale, on parle de beaucoup de choses aujourd'hui en Afrique, de progression, c'est qui est véritablement la mise en place d'un marché de défense. Alors, l'Afrique centrale s'est dotée récemment d'une bourse un peu plus développée. Donc, tout cela sont des institutions qui nous permettraient à terme de pouvoir nous-mêmes négocier au prix que nous voulons et également de défendre une vision commune de nos industries extractives. Je crois que lorsqu'on aura résolu ce problème de fond, nous aurons beaucoup plus de facilité à gérer nos ressources. Si vous prenez le cas du Nigeria, on dit le Nigeria, certes, il faut venir de l'essence, mais il ne faut quand même pas oublier que le pétrole a permis au Nigeria d'accomplir des progrès inestimables. On ne peut pas le nier. Le Nigeria a réussi à bâtir un fonds souverain. C'est l'un des rares pays africains qui a réussi à bâtir un fonds souverain. Oui, mais les progrès qui restent... Donc nous avons aujourd'hui des avantages à avoir géré ce pétrole également, mais l'inconvénient majeur étant pour moi le fait que nous ne défendions pas suffisamment nos intérêts face à nos partenaires. Oui, maître, mais ces avantages-là sont en deçà des attentes des populations. Au Nigeria, on rappelle qu'il y a un projet de loi qui attendait depuis 15 ans, qui a été pas encore adopté, mais qui a été proposé pour adoption en ce qui concerne l'augmentation des redevances pétrolières et justement les taux qui sont indiqués ne correspondent pas aux attentes des populations du Delta. On a d'ailleurs là-bas eu des menaces, on a entendu des voix s'élever pour demander au président Buhari de ne pas adopter cette loi, de ne pas du tout l'accepter si justement on ne va pas jusqu'à 10% de redevances. C'est bien dire que les populations ont conscience que finalement elles ont été grugées depuis. Moi je pense que c'est plus loin, comme je le disais. Prenons la crise du Covid. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand nos économies ont été affectées en Afrique, c'est parce qu'on a simplement changé. Le prix du baril a été modifié, indépendamment de ce que nous voulons. Donc, on peut être un grand pays producteur de pétrole comme le Gabon ou l'Angola, c'est-à-dire produire beaucoup de barils, mais subir une chute économique parce que, tout simplement, le prix du baril, il a chuté. Nous sommes donc dans une industrie qui est forcément dépendante de facteurs exogènes. Et c'est là la difficulté en réalité. C'est là la véritable difficulté. La difficulté n'est pas dans la ressource qu'on produit ni dans le développement qu'on en fait. Elle est beaucoup plus dans les facteurs exogènes qui affectent notre propre industrie. Donc c'est pour ça que j'insiste sur le fait que nous serions beaucoup plus dépendants, beaucoup plus indépendants, autonomes et beaucoup plus rassurés avec ces industries si nous avions la capacité également de pouvoir imposer ou de pouvoir fixer également un prix de vente de nos matières premières. Ça, ce serait le véritable combat. Tout le reste, à mon avis, ne permettra pas de résoudre à terme la question fondamentale qui est celle-là. Vous savez, quand récemment, il y a 2, 3 ans ou 4 ans, il y a un investisseur qui avait acheté quasiment tout le cacao de la Côte d'Ivoire et qu'il avait stocké jusqu'à ce qu'il y ait plus pénurie de cacao avant de le revendre. Vous voyez, quand on arrive à des situations comme ça, il faut se poser la véritable question. Elle est, à mon avis, dans la défense que l'on peut faire du prix que nous pouvons imposer ou pas à nos partenaires. Si nous avions un prix commun, il n'y aurait pas de dumping simplement et nous pourrions également développer. Effectivement, l'absence de transformation est aussi un petit problème dans la mesure où il y a une incidence
plus on transforme, fatalement on a des emplois, etc. Mais bon, si on prend des pays où les entreprises pétrolières, pour ne pas dire que le pétrole embauche beaucoup de personnel, finalement, on retombe dans le même mécanisme. Si les entreprises embauchent beaucoup de personnel, elles résolvent le problème de l'emploi. Mais le problème de la technologie, forcément, n'est pas forcément posé. Donc, moi, je crois que le débat, il est, à mon sens, un point peut-être juridique, mais je crois que la question de fond, c'est celle-là. C'est comment nous pouvons arriver à imposer nos prix, arriver, par exemple, à dire que nous ne vendons pas, avoir une politique commune d'exploitation, une politique commune de vente, également pour profiter des marchés, parce que quand il y a pénurie, on en profite tout simplement en augmentant. Professeur, les problèmes de gouvernance sont quand même à évoquer. On ne peut pas passer par pertes et profits des problèmes de gouvernance en ce qui concerne bien sûr les ressources pétrolières. Les manquements sont liés à des problèmes de gouvernance interne, à des problèmes réels de gouvernance politique, économique, interne. Et on a observé des choix très, très douteux de personnes pas du tout compétentes pour gérer justement ces secteurs-là. En attendant que ça revienne pour lui, j'aurais voulu intervenir sur ce sujet. Oui, allez-y. Ce serait Maître Monongui. Moi, je suis tout à fait d'accord avec Maître Monongui qu'il faut que nous soyons un peu mieux, que nous négocions un peu mieux nos contrats. Mais il faut voir d'où est-ce qu'on revient. C'est-à-dire que les contrats qui sont là actuellement sont souvent la continuation des premiers contrats chez nous au Gabon qui ont été dressés dans les années 60. Mais dans les années 60, la première génération de travailleurs ainsi que la première génération de technocrates qui dirigeaient le pays n'étaient pas très outillés. Quelqu'un sortait de l'école, on le mettait au sommet de la fonction, on lui disait voilà, tu vas représenter le Gabon à l'OPEP ou je ne sais où. Mais le gars, il était encore un étudiant. Il était en train d'apprendre. Et quand il avait compris, il commençait un peu à ruer dans les brancards, on lui disait merci, au revoir. C'est ça le problème. Aujourd'hui, nous sommes à la troisième génération de technocrates, troisième génération de travailleurs du pétrole. Les problèmes, on les comprend un peu mieux. Nous appréhendons absolument tout ce que dit Maître Monongui. Nous sommes désireux d'améliorer nos contrats, d'avoir plus. Les 10%, la part du pétrole qui devient un peu les 10% standards, que ce soit au Gabon ou au Congo. Et c'est très peu. C'est même de la foutaise. On est chez nous, on ne donne que 10%. Mais de qui se moque-t-on? C'est pas normal ça. Mais on est obligé de s'en contenter. Et les contrats sont des contrats de dupes. Donc, à un certain moment, jusqu'en 2014, quand le pétrole, le baril était à $106 le baril, on pouvait faire quelque chose. Mais sauf que maintenant, depuis 2014, entre 2014 et 2016, avec la chute qu'il y a eu au niveau du prix du baril, notre puissance de négociation en tant que pays est vraiment beaucoup plus limitée. C'est-à-dire que nous sommes à un niveau tellement bas que le rapport de force avec les multinationales n'est plus très bon. Nous n'avons plus de pouvoir d'imposer quoi que ce soit. Bien au contraire, il faut essayer de limiter les dégâts et on va même jusqu'à nous inspirer d'assouplir les contrats davantage pour pouvoir continuer à attirer des investisseurs. Mais qui, ces investisseurs, s'agissant des majors, sont en train de se désengager de l'Afrique parce qu'ils investissent massivement vers les énergies vertes, mais ils investissent en Europe ou bien dans leur pays. Donc, les majors sont en train de quitter l'Afrique. Par contre, les gens qui viennent en Afrique, qui sont encore intéressés par nos gisements onshore, ce sont des petites structures qui n'ont pas les mêmes surfaces financières, c'est-à-dire les mêmes capacités d'endettement que les majors. Et face à eux, les conditions ne peuvent pas être les mêmes qu'avec les majors pétroliers. On est obligé, nous sommes pratiquement dans une obligation d'assouplir encore plus des contrats de dupes. Oui, Patrick Barbera, mais il y a quand même des ressources justement qui sont engrangées. Avant la crise, il y a eu pas mal d'entrées d'argent. On a vu que de nombreux États ont roulé grand train avec les ressources issues de la manne pétrolière. On aurait pu améliorer, mais ce sera certainement l'objet d'un autre débat, on aurait pu améliorer davantage certaines choses. Mais il y a quand même un point justement sur lequel on aimerait insister, parce que vous avez évoqué tout à l'heure l'investissement de ces majors dans les énergies renouvelables. Il y a eu
une démarche en ce qui concerne la diversification des économies pour préparer l'après-pétrole. Est-ce que ça s'est fait sans les pays concernés? Est-ce que cela a été imposé? Disons qu'il faut être pragmatique. Nous sommes une ex-colonie. Et étant une ex-colonie, nous sommes encore soumis à des contraintes post-coloniales. Quand on parle de diversification, il faut bien comprendre qu'on ne diversifie pas là où on veut. Le Gabon ne diversifie pas là où il veut. Donc il y a des domaines, l'agroalimentaire, on a diversifié, le bois, on a diversifié en favorisant la transformation, mais nous avons des ressources minières pour lesquelles il n'y a quasiment pas de diversification. Voire même, il y a des entraves administratives qui sont faites aux populations locales. La diversification qui est là se fait, mais elle est surtout faite par des multinationales étrangères. Et c'est pour ça que c'est une diversification qui peut être pérenne dans le temps au Gabon. C'est-à-dire que notre agroalimentaire, notre transformation forestière sera pérenne justement parce qu'on est adossé à des financements internationaux. Mais ce ne sont pas des financements autochtones. Rien n'a été fait quasiment dans la diversification autochtone, locale autochtone. Pour la simple et bonne raison qu'il y a une adaptation du système financier, le système de collecte d'épargne, et qui ne dirige pas ces épargnes vers le financement des PME. Donc c'est le grand problème que nous avons. Donc ça veut dire que la diversification qu'il y a en cours en ce moment même dans mon pays, c'est une diversification sous contrôle. C'est une diversification qui a été faite au profit d'entités qui ont des monopoles de fait, voire des oligopoles. Mais ce n'est pas des diversifications, ce qu'on appelle en économie atomiste, qui sont ouverts à tout le monde, à tous nouveaux entrants, qu'ils soient locaux ou africains ou autres. Donc nous sommes dans des fictions, si vous voulez, dans des véritables fictions, mais derrière ces fictions se cache un contrôle sur lequel nous n'avons pas de mise. Docteur Mao Makalou, cette diversification qui est mise en avant, elle vous paraît sous contrôle aussi? Donc je disais qu'en Afrique, il va falloir qu'on se réveille et puis qu'on change de paradigme et qu'on se mette, en tout cas, à l'heure du monde, la manière dont les choses changent. Et vous savez, vous allez à Séoul, en Corée du Sud, à la fin des années 60, l'une des plus grandes avenues de Séoul en Corée du Sud s'appelle l'avenue de Téhéran. C'est l'Iran qui fournissait de l'aide à la Corée du Sud. Mais aujourd'hui, la Corée du Sud fait partie de l'OCDE. Je pense que c'est la 12e économie au monde. Et elle a un fonds pour l'infrastructure en Afrique de 500 millions de dollars. Dans mon pays a eu l'honneur d'en bénéficier. Mais il faut qu'en Afrique, on sache que les ressources naturelles sont des ressources qui s'amenuisent. Elles sont non renouvelables. Donc la manne, on ne peut pas se permettre de laisser cette manne s'évaporer dans la nature, de faire des éléphants blancs, de ne pas investir. Le dernier rapport de l'indice du capital humain qui vient de sortir, le bas de tableau, les 24 derniers pays en bas de tableau, 23 sont africains, plus le Yémen qui est un pays en guerre. Cela est inadmissible. Alors que nous avons ces ressources naturelles, mais à mon sens, le problème principal, c'est au niveau de la négociation, des contrats de négociation. Moi-même, j'ai travaillé pour la plus grosse compagnie minière au monde, au Mali ici. J'ai travaillé pour Shell aussi. Mais comment se négocient nos contrats? Est-ce que nous avons les capacités de négociation avec ces multinationales qui ont une armada de professionnels qui viennent s'asseoir autour de la table? Et souvent, nous avons des fonctionnaires qui viennent en face, qui ne sont pas aguerris, qui ne sont pas outillés, qui ne sont pas motivés non plus. Alors que nous devrions faire en sorte que c'est là que c'est des contrats que tout part. Si vous avez, par exemple pour l'or, il faut voir ce que nos pays engagent, c'est très peu. Vous avez 3 des 5 plus gros producteurs d'or en Afrique de l'Ouest, mais seul le Ghana transforme un peu son or. Le Burkina et le Mali ne le font pas. Et je vous dis, à partir du moment où vous ne transformez pas, vous ne pouvez pas assurer la gouvernance. Parce que personne ne connaît la production de pétrole dans nos pays africains. Personne ne connaît la production exacte d'or. Et cela pose des problèmes par rapport à nos recettes fiscales.
Parce que vous savez, l'OCDE vient de, quand même, la semaine dernière, jeudi dernier, il y a un accord qui a été signé à l'OCDE avec 130 pays qui va être porté à la connaissance, en fait, qui va être présenté aux pays du G20 les 17 et 18 juillet à Venise en Italie. Et on a décidé d'un taux de taxation minimale de 15% pour les multinationales. Parce que le principe, c'est le produit, on doit payer les impôts là où le profit est produit. Mais si vous ne connaissez même pas ce qui est produit chez vous, la quantité qui est produite, par exemple au Mali, la quantité d'or, personne ne connaît la production. Les compagnies multinationales sont au déclaratif. Ça, c'est la responsabilité de qui? C'est la responsabilité des dirigeants. C'est la responsabilité des dirigeants. Et on donne, avant Maître Moumnougui, l'occasion au professeur Alioune Diouf de réagir. Finalement, ces tentatives de diversification, elles ne sont pas dirigées par les préoccupations réelles des populations en Afrique. Les tentatives de diversifier l'économie ne sont peut-être pas forcément dictées par l'extérieur. Il y a quand même quelque part des individus un peu conscients qui ont compris que le pétrole n'était pas en mesure de régler tous les problèmes et qui ont pensé effectivement diversifier leur économie. Surtout que les économistes ont beaucoup parlé justement de la malédiction du pétrole et ont montré que, en général, les meilleures ressources humaines, le capital humain, étaient drainés vers justement ces secteurs pétroliers au détriment des autres secteurs. Et que donc il fallait véritablement reprendre un peu les choses pour rééquilibrer, pour ajuster afin de parvenir à relancer l'économie globale. Global, ça exige aussi l'amélioration de la gouvernance. Mais nous avons, Maître Jacques-Brice Moumnougui, l'impression que finalement, les excuses qui sont trouvées par les dirigeants en Afrique consistent à presque se réfugier derrière les barrières qui sont liées au type de contrat, etc., au type d'accord, alors qu'il y a eu des parts qui sont revenues aux États, mais qui n'ont pas du tout été bien gérées. Oui, mais je pense qu'on ne peut pas passer sous silence la question des contrats. Comme l'a rappelé mes copanélistes, elle est fondamentale. Ce que nous oublions, c'est que nous sommes dans le cadre du droit international avec des contrats d'investissement qui sont régis par des conventions internationales, que nos États ont tous signé les yeux fermés, ne sachant rien aux indépendances. Et la plupart de ces conventions internationales renvoient en ce qui concerne les contentieux au Centre international, au CIRDI, qui se trouve à Washington, qui fait donc l'arbitrage des investissements sur des contrats d'investissement et pour lequel toutes les sentences qui sont rendues ont une force exécutoire sur l'ensemble du patrimoine des États concernés. Ça veut dire qu'on nous a verrouillés dès le départ. Si l'on en revient au contrat d'exploration, au contrat de pétrolier, qu'est-ce qui se passe? Et pourquoi nous avons souvent dans les contrats que j'ai pu voir ces pourcentages qui sont faibles? C'est parce que l'investisseur va nous dire, qu'il s'agisse de l'or ou de quoi que ce soit, que c'est lui qui a la charge de l'exploration. Et donc les frais d'exploitation, de recherche, de fouille sont tellement importants que s'il arrive à trouver quelque chose, il ne peut que nous reverser un pourcentage qui soit minime parce qu'il dépense beaucoup d'investissements dans l'exploration. Donc aujourd'hui, notre nouvelle génération d'États africains, et je crois que ça va venir, aurait tout intérêt à avoir des sociétés d'exploration. Parce qu'en réalité, si vous-même vous explorez, ben vous avez déjà trouvé le produit. Et donc forcément, soit vous le vendez, soit vous ne le vendez pas, mais en tout état de cause, il faut bien que vous le vendiez, il faut bien qu'il l'achète. Or, aujourd'hui, nous sommes dépendants et c'est une première différence que nous avons. La deuxième différence, bien sûr, c'est qu'aujourd'hui, on parle de la part qui nous revient. Vous oubliez, on oublie souvent que nos politiques économiques n'étaient pas construites de manière autonome, dans la mesure où même les secteurs d'investissement que nous devions choisir étaient décidés ou ont été décidés ou le sont encore décidés lorsque nous avons des prêts qui sont engagés avec le FMI, la Banque mondiale, par ces institutions-là, qui nous disent que si nous n'allons pas dans tel secteur important, dans tel secteur qu'ils considèrent
comme étant le secteur du développement, nous allons perdre nos crédits. C'est une réalité, hein. Ce n'est pas une vue de l'esprit. Donc, je ne veux pas dire que nos dirigeants, on peut bien leur imputer, mais la gestion d'une manne pétrolière, si je prends le cas, par exemple, certains pays, d'ailleurs, l'avaient d'abord mis au budget pour essayer de voir comment on pouvait gérer cela. Nous avons certainement un problème de gestion, mais c'est un problème de gestion, je veux dire, il est infime par rapport à ce que nous aurions si nous avions eu des contrats les mieux négociés possibles. Alors, bien sûr, on ne peut pas refaire l'histoire. Nous n'étions pas préparés à tout ça. Nous étions plus impatients d'avoir une indépendance que de comprendre comment tout cela fonctionnait. Mais je pense qu'aujourd'hui, la plupart des accords dans certains pays sont arrivés à expiration. Je pense qu'aujourd'hui également, nous pourrions, si nous développons, si je prends le cas de l'exploration, qui est un des cas fondamentaux, des sociétés qui peuvent le faire. Nous avons des ingénieurs formés, nous avons des Africains formés. S'il y a vraiment un véritable appel qui est lancé par les États pour cela, nous allons y arriver puisque nous serons à même de savoir ce que nous avons. Donc, comme il disait M. Modibo, de savoir combien nous avons. Aucun pays africain, et je répète ce qu'il a dit, et c'est clair, d'abord même, ne peut même vous dire exactement ce qui se trouve dans son pays, même en termes de limites de frontières. Et n'en parlons même pas des ressources qu'il contient, avec précision. On ne peut pas le savoir. Lorsque vous avez quelqu'un qui fait l'exploration à Pointe-Noire, là-bas, au large, est-ce que vous savez combien de ressources pétrolières ou de litres de pétrole sont en plus? Il ne faut pas le savoir. Vous ne savez que s'il le déclare. Donc nous avons cela aujourd'hui qui pose difficulté et on ne peut pas passer sous silence cet aspect très important de la négociation contractuelle. En ce qui concerne la responsabilité de nos dirigeants de la gestion, on peut toujours reprocher. Vous savez, moi j'ai compris avec le temps qu'il est beaucoup plus facile, la critique est aisée mais l'art est difficile. Nous ne sommes pas en situation, mais nous avons toujours pour l'habitude d'être très critiques envers ceux qui sont en situation. La gestion d'un pays ne dépend évidemment pas que du pétrole. Je crois que l'erreur qui a pu être faite par certains pays, ça a été peut-être l'absence de diversification. Par exemple, quand on regarde les pays qui étaient trop dépendants du pétrole, mais ils n'ont vécu que sur le pétrole et aujourd'hui se disent que peut-être qu'ils auraient dû un peu diversifier. Mais là, ça pourrait être un reproche qu'on pourrait le faire. C'est bien noté, M. Jacques Brice Momnogui, professeur Alioune Diouf. Est-ce qu'il était possible, est-ce qu'il n'était pas possible avec les parts qui sont revenues pendant toutes ces années aux pays africains, quand bien même très petites, eh bien de faire mieux que ce que nous avons actuellement? Oui, les parts qui reviennent aux pays exportateurs de pétrole sont assez faibles parce que peut-être nous n'avons pas un puissant pouvoir de négociation. Les Africains ne se mettent pas ensemble pour gérer justement le pétrole et pouvoir imposer un certain nombre de choses à leur vis-à-vis. Donc je pense que il y a des choses à faire pour améliorer les parts que nous recevons de ce pétrole-là. Mais aussi, les détournements effectués par les dirigeants montrent aussi qu'une partie de ces parts ne reviennent pas dans le pays et vont dans les poches d'individus mal intentionnés. Professeur Alioune Diouf, en tout cas, on note qu'on aura toujours à redire en ce qui concerne bien sûr la gouvernance en matière de pétrole, la gouvernance des ressources pétrolières sur le continent africain. On a à côté du pétrole désormais le gaz. Alors le gaz est vu par de nombreux experts comme le futur or blanc, vu que le continent africain compte aussi d'énormes réserves. Faut-il redouter une autre malédiction, entre guillemets, Patrick Berbera, même si on avoue ne pas trop aimer justement cette désignation? Alors, au niveau du gaz, oui, le gaz, bon, nous, on en a. Si vous voulez, il y a deux grandes philosophies dans l'exploitation du gaz. Il y a la philosophie qui a eu au Gabon où il y a des personnes qui aimeraient des volumes conséquents. Et sur la base de ces volumes conséquents, les unités de transformation que vous allez mettre seront rentables. Par contre, il y a aussi des possibilités d'avoir des unités de traitement qui sont beaucoup plus petites, qu'on appelle les FLNG. Et ce sont des sortes de floating
c'est des bateaux flottants qui peuvent traiter le gaz naturel liquéfié. Et ce sont c'est une expérimentation qui est relativement récente, mais qui permet d'exploiter du gaz, mais dans des réservoirs où il y en a en petite quantité. Et ça a l'avantage donc de la mobilité. Donc oui, c'est tout à fait possible, et d'autant plus que l'exploitation de gaz, en ce moment, c'est pratiquement là où se dirige la réorientation stratégique de la plupart des majors dans le monde. Beaucoup se désinvestissent du secteur huile pour aller dans le secteur gaz, parce qu'ils estiment que ce secteur est beaucoup plus propre. Mais par contre, je voulais revenir à ce que vous disiez tout à l'heure en matière de diversification. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la diversification que nous avons, elle est imparfaite et incomplète. Parce que quand on diversifie, ce n'est pas pour mettre un monopole avec des conditions extraordinaires, exorbitantes de droit, qui fait que quand vous vous diversifiez à travers un monopole, voire des oligopoles, mais ça crée un effet d'éviction. C'est-à-dire ça évince les compétiteurs éventuels, ça évince les compétiteurs locaux autochtones. Donc vous faites du mal quelque part à cause des avantages exorbitants qui leur sont donnés. Donc il faut éviter ce type de diversification. Il faut vraiment une diversification telle qu'elle doit se faire dans une économie libérale. Donc permettre que ça soit ouvert à tout le monde et qu'on ne donne pas à des acteurs particuliers trop de privilèges et trop d'avantages. Maintenant, le problème que nous avons, c'est que quand nous faisons des oligopoles, voire des monopoles, c'est totalement illégal à cause justement des normes communautaires où il y a des règlements sur les pratiques anticoncurrentielles et où on nous dit faites attention à ce qu'un opérateur ne puisse pas dépasser le seuil critique de 30% de part de marché. Dès lors qu'on donne à quelqu'un 30% de part de marché, ou 60 ou plus, mais vous créez quelqu'un qui est dangereux pour la démocratie. Parce qu'il contrôle le marché et politiquement aussi, il peut vous contrôler. Donc, ça veut dire qu'en termes de doctrine économique, nous avons encore, malgré que nous soyons à la 3e génération de technocrates africains, nous avons des très mauvaises doctrines économiques qui font que nous créons des monstres à domicile. En fait, un pays, c'est comme un individu qui a face à lui des monstres à plusieurs têtes. On va créer un monstre dans le domaine pétrolier, un monstre dans le domaine de l'énergie, un monstre dans le domaine du bois, un monstre dans le domaine du manganèse. On a trop de monstres autour de nous. Et à la fin, nos pays où la part nationale est très faible, c'est-à-dire 10%, 15%, 25% maximum, nos pays qui ne sont pas très outillés contractuellement, avec des contrats bizarres. Tout à l'heure, vous aviez parlé des problèmes de double comptabilité, des problèmes de reporting financier qui ne sont pas du tout à notre avantage. Nous sommes des fois assortis à des standards de reporting financier qui sont absolument à notre désavantage, qui valorisent un peu trop certains actifs, alors que c'est des actifs qui sont déjà amortis. Donc nous avons un problème de doctrine économique qui est vraiment très difficile. Et c'est ça qui nous met, on va dire, à terre, qui met toute l'Afrique à terre, tout le continent à terre. Et donc, la solution pour sortir donc de cette malédiction des matières premières, c'est de sortir de ce problème de monopole, voire d'oligopole. On doit laisser l'accès au marché à tout le monde, qu'il soit de petite taille ou de grande taille. Moi, je donne, par exemple, souvent l'exemple du manganèse. Oui. Avant, pendant des années au Gabon, on avait un seul opérateur de manganèse, Comidoc et Ramet. Maintenant, il y a eu diversification après 2009, où ils sont maintenant deux autres, des Chinois, des Asiatiques, Chinois, Singapouriens, mixés avec des capitaux sud-africains. C'est bien, c'est une avancée. Et c'est eux qui ont permis de doper la production de manganèse. Mais pourquoi rester seulement adossé à des sociétés internationales? Pourquoi ne pas permettre, pour une extraction relativement simple, parce que vous fouillez la terre, vous triez, et après vous transportez vers des wagons qui acheminent et qui évacuent jusqu'à l'exportation? Pourquoi ne pas permettre des petits entrepreneurs locaux de faire du manganèse? Est-ce que c'est difficile d'avoir une tractopelle et d'avoir des camions? Donc, c'est à nous-mêmes, ça ne dépend que de nous, de changer de modèle économique et d'avoir une diversification réelle, réellement libérale. Mais pas la diversification que nous avons où on a l'impression que ça résulte d'accords politiques.
En tout cas, il faut bien sûr faire au mieux pour justement arriver à convaincre les plus sceptiques qu'il n'y a pas de malédiction du pétrole, mais plutôt des problèmes à un autre niveau. Et pour conclure, on a cette question pour le professeur Alioune Diouf. Finalement, l'Afrique va avoir à des réserves de gaz et sera certainement parmi les plus gros producteurs et exportateurs de gaz dans les années à venir. Doit-on redouter là aussi une malédiction du gaz, comme ça a été le cas pour le pétrole ? Il faut redouter la même chose qu'il y a dans le pétrole, dans les autres secteurs. Il y a pas la malédiction, on aurait pu dire malédiction des ressources minières, surtout en Afrique, parce que il y a d'autres minerais qui sont très demandés, qui sont aujourd'hui très lucratifs, qui sont très rentables et qui sont peut-être aussi mal gérés. Je pense que il faut pas quand même oublier que nous faisons des efforts. Par exemple, si vous prenez un pays comme le Nigeria, qui est l'une des premières économies africaines, le Nigeria est en train de faire des efforts dans la transformation, justement, avec la raffinerie de Dangote, qui va être une très très grande raffinerie, l'une des plus puissantes au monde, en tout cas la plus puissante en Afrique. On pourra véritablement transformer un certain nombre de ressources dans nos pays pour pouvoir les exporter dans les autres pays africains. Donc il y a un effort à faire dans ce sens et je pense qu'il faut connaître cet effort, essayer de gérer le pétrole d'une manière un peu plus africaine, essayer de mettre en place une structure qui va permettre à tous les pays africains de pouvoir avoir du pétrole de qualité et d'un très bon prix, que ce pétrole soit disponible, qu'il n'y ait pas de spéculation, etc., etc. Je pense que dans le domaine de la transformation aussi, les pays peuvent investir et mettre en place des raffineries qui puissent permettre d'éviter que justement les Africains producteurs de pétrole continuent d'importer des produits pétroliers transformés. Donc il y a un effort qui est fait, qui doit être fait sur le pétrole, comme qui doit être fait sur le gaz. Avec le gaz, nous avons le projet gazoduc Maroc-Nigeria, Rabat-Lagos, qu'il faut concrétiser pour permettre, par exemple, à tous les pays de l'Ouest africain de pouvoir exporter leur gaz à des prix intéressants vers l'Europe ou vers le reste du monde. De la même manière, il faut le faire, je pense, au niveau du reste de l'Afrique. Il faut mettre en commun la gestion de ces ressources-là pour avoir plus de possibilités, plus de capacité de négociation et plus de capacité aussi d'investissement, d'améliorer les investissements, d'augmenter les investissements, même les investissements étrangers directs, afin de transformer ces produits d'une manière un peu plus optimale pour les Africains. Merci beaucoup. Merci, professeur Alioune Diouf. On rappelle que vous avez donc accordé quelques minutes, malgré votre calendrier chargé, étant donné que vous étiez sur le départ pour un voyage. Merci d'avoir été en notre compagnie. Docteur Mao Makadou, nous sommes en train, en ce qui concerne de nombreux pays africains, d'essayer de sortir la tête de l'eau et de se projeter, en tout cas pour ce qui est des projets de développement, vers des projets porteurs. Va-t-on pouvoir enfin y arriver avec ce que nous disposons actuellement comme marge de manœuvre, ou va-t-il falloir d'abord tout reprendre? Et vous savez, la zone de libre-échange continentale peut tout changer. Vous savez, l'Afrique aujourd'hui est à 1,4 milliard de personnes sur le continent. Nous sommes la zone de libre-échange la plus importante au monde, 54 pays. Et vous savez, ce sont les communautés économiques régionales qui sont spécialisées pour quand même mener l'intégration africaine. Mais le débat, à mon avis, il va falloir, c'est un problème de gouvernance. Vous avez vu Cabo Delgado au Mozambique, des richesses
extraordinaires ont été découvertes là-bas au niveau du gaz et qui vont nécessiter un investissement de 20 milliards de dollars US. Le plus gros investissement jamais entrepris en Afrique. Mais des problèmes de sécurité ont surgi complètement. Et mon constat personnel, c'est que partout où il y a des ressources naturelles florissantes, il y a des problèmes de sécurité en ce moment. Tant que nous n'aurons pas résolu les problèmes de sécurité dans nos pays, il va être difficile d'exploiter comme il faut nos ressources, sans compter vraiment au niveau de la gouvernance, s'assurer que nous mobilisons davantage nos ressources internes. Parce que si nous ne faisons pas cela, tant que nous dépendrons des autres, de l'extérieur, en tout cas dans la durée, à l'avantage de nos populations. Et cela va nécessiter vraiment de mobiliser les ressources internes. Et tenez-vous bien, les flux illicites qui quittent l'Afrique sont estimés à un minimum de 50 milliards de dollars chaque année. Et ça, c'est le fait des multinationales. On vous parle de corruption en Afrique, mais la corruption ne fait moins de 5% de ces flux-là qui quittent l'Afrique. Donc il va falloir que c'est l'Union qui fait la force, et c'est à travers le panafricanisme et à travers, en tout cas, l'union économique, sinon le libre-échange, que les Africains pourront progresser. D'ailleurs, les études montrent que quand les Africains commercent entre eux, et ça permet d'enrichir tous les pays et les produits sont à valeur ajoutée, plus haute valeur ajoutée que quand nous commerçons avec les pays occidentaux où nous exportons. Il va falloir des politiques industrielles bien pensées par nos gens. C'est ce que le Japon a fait, c'est ce que la Corée a fait, c'est ce que la Chine vient de faire. 97% des exportations de la Chine sont des produits manufacturés. Donc, il va falloir que nous nous mettions à cette école. Je vous remercie. En tout cas, il faut promouvoir les échanges sud-sud, comme le rappellent les économistes, pour arriver à conjurer cette malgouvernance et améliorer ce qui devrait l'être. C'est le mot de la fin pour vous, Dr Mao Makalu. On va permettre à Maître Jacques Brice Mbongoui de conclure et ensuite à Patrick Barbera en 1 minute. Oui, tout simplement, je pense que la création d'un véritable marché africain va être l'enjeu des années à venir. Parce qu'il y a des pays qui ont du pétrole, il y a d'autres qui n'en ont pas. Il y a des pays qui ont des produits alimentaires qui sont différents des autres. Il y a des pays qui ont une médecine plus poussée que d'autres. Donc nous avons devant nous un grand chantier qui est celui de la construction d'un véritable marché africain. Lorsque nous aurons construit ce marché africain, je crois que nous aurons résolu beaucoup de problèmes. Cette construction passe nécessairement également par la construction d'une sécurité africaine, puisqu'on a bien compris, nos richesses sont aussi les causes de tous nos maux, et nos anciens maîtres ou colons, je veux dire, en profitent bien de cette situation de difficulté qui font que nous ne pouvons pas négocier de toute façon, quoi que ce soit correctement, tant que nous avons un budget qui doit être dévolu à 80% à la sécurité. Donc il va de soi que le marché de demain, c'est le continent africain, à la condition que les Africains fassent aussi partie des acteurs de ce marché. Patrick Barbera, pour la conclusion. Disons que dans une situation où les majors se désengagent et où on doit surtout compter sur les petits juniors, je suis favorable à ce que dit Maître Modibo, c'est-à-dire nous devons compter sur nous-mêmes. En matière de prospection pétrolière au Gabon, il a été prospecté seulement moins de 5% du territoire national. Ça veut dire que nous avons des zones où il y a des indices sédimentaires et lithologiques où on sait qu'il y a du pétrole, sauf qu'ils sont relativement éloignés des infrastructures d'acheminement existantes, c'est-à-dire des gros pipelines. Si nous arrivons à identifier à travers des campagnes de prospection qui seraient initiées par le ministère des hydrocarbures, si nous arrivons à trouver donc des zones où on sera certain qu'en 3 ans, 4 ans, 5 ans, on pourra rembourser les dépenses infrastructurelles, nous pourrons donc mettre sur la table en disant, bon voilà, on a identifié telle zone, nous allons faire tel pipeline dessus, et là-dedans, les puits, les champs qui viendront devront être donnés prioritairement aux autochtones locaux. Une partie serait donnée aux juniors étrangères
Mais il faut qu'on arrive justement donc à faire ce grand chantier de prospection-exploration pour arriver à démontrer que nous avons des endroits hors zone, dans des zones éloignées et qui méritent qu'on attire des volumes d'investissement conséquents. Parce que le salut de l'Afrique actuellement, c'est d'attirer les financements, mais pour nous-mêmes, pour les autochtones. Pas attirer les financements pour que ça profite des sociétés étrangères. Et les autochtones qui souffrent dans de nombreuses régions du continent, et entre autres des autochtones au Gabon qui s'en prennent à certains majors qu'on ne citera pas ici, qui ont bien entendu posé des problèmes de pollution identifiés. C'est l'un des problèmes de l'exploration pétrolière avec certains majors qu'il va falloir résoudre. Le pétrole est-il une malédiction pour le continent africain? C'est de cela que nous avons débattu pendant 1 heure sur la tribune du mardi, un sujet passionnant en compagnie de Patrick Barbera, secrétaire national de l'ONEP, Organisation nationale des employés du pétrole et activités connexes, le syndicat des employés du secteur pétrolier au Gabon. Il est secrétaire national chargé de la santé, de la prévoyance sociale et les retraites. C'est un ingénieur pétrolier, professeur Alioune Diouf, qui est enseignant et en économie internationale à l'école polytechnique, l'école supérieure polytechnique de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar au Sénégal. Modibo Mao Makalou, docteur en économie, gestionnaire financier, et maître Jacques Brice Momnogui, avocat au barreau de Bordeaux, consultant de la tribune du mardi. Merci de votre fidélité au programme de Label Radio et Télévision, votre chaîne panafricaine internationale. Très bonne suite de programme.